Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon et en Facebook Live sur la page Facebook de Bipolar. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Lenot. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, vous êtes auteur français. Vous avez publié Écorce vive qui a reçu donc le prix Première 2019 qui est paru en octobre dernier chez Actes Sud. Vous écrivez également pour le cinéma, la radio, la télévision et maintenant donc la littérature. Alors pour commencer, comment passe-t-on d'une écriture à l'autre ? C'est très différent. C'est très différent d'écrire un livre et d'écrire des formes qui sont plutôt destinées à de la collaboration avec d'autres intervenants qui vont faire naître un projet. Dans le livre, on est quand même fondamentalement beaucoup plus libre. Il y a plein de questions qu'on ne se pose pas, qu'on est obligé de se poser quand on écrit un film ou un podcast ou que sais-je. Et c'est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus seul aussi. C'est beaucoup plus solitaire. Il n'y a pas de dynamique d'équipe, il n'y a pas de dynamique de parler à des comédiens, de parler à un réalisateur, de parler à un producteur, d'avoir en tête un client. Dans la littérature, on est beaucoup plus libre. Alors on passe de l'un à l'autre en fonction de son niveau de frustration, j'imagine. Donc on donne la voix à des personnages complètement différents, du coup. C'est plus des personnages réels, c'est des personnages de fiction. Comment vous faites pour vraiment vous mettre dans la peau de ces personnages, justement ? Comment vous définissez leur personnalité ? Est-ce que vous les imaginez, physiquement ? Comment ça se passe ? Alors justement, si on écrit un film, on se pose toutes ces questions-là. On doit savoir à l'avance un peu la biographie précise de son personnage, d'où il vient, où est-ce qu'il est né, comment étaient ses parents, qu'est-ce qu'il gagne comme argent, où est-ce qu'il vit, etc. Dans le livre, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Les personnages presque se créent eux-mêmes au fur et à mesure. J'ai une intuition de départ, j'ai une sorte de désir de personnage. Je sais que je veux raconter l'histoire de cette femme, cette jeune femme qui quitte tout pour aller se réinventer ailleurs. Mais au début, je n'ai que ça. Et c'est en écrivant au fur et à mesure de ce qui lui arrive que le personnage prend corps au fur et à mesure et gagne en épaisseur, gagne je sais pas si, peut-être pas en vérité, mais en justesse. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à passer de tous les autres types d'écriture à l'écriture d'un roman ? Alors ça s'est fait dans le sens inverse en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'écrire de la littérature, je le fais, en tout cas j'essaye de le faire depuis très longtemps. Et c'est plus dans le chemin d'écriture de ce roman où quand même, on va pas se mentir, je m'amusais beaucoup plus que dans mon métier, mon ancien métier. Il y a le moment où on se pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie soit plus créative et ressemble plus à ça au quotidien. Et en fait, c'est des rencontres et on se dit, en fait, dans le film en particulier, il y a quand même un peu plus d'argent. C'est plus possible d'en vivre en tout cas. Et bon, c'est un pari, hein. C'est un pari que je me suis lancé il y a 2 ans, d'essayer de ne faire plus qu'écrire et donc d'alterner les formes pour essayer de trouver un mode de vie qui est convenable. Ça s'est plus fait dans ce sens-là que de l'écriture, que du film vers le livre. C'est vraiment le livre au début, quoi. Donc votre projet, c'est vraiment de rester sur le roman maintenant, plus d'écriture dans le cinéma ou dans la radio. Si, j'en ai besoin pour trouver un équilibre, mais pas seulement financier, mais aussi presque psychologique, quoi. C'est pas les mêmes disciplines finalement. Et écrire que des livres, je le vois comme une vie monacale, hyper solitaire. Hein, j'ai pas tout à fait envie de ça. Et puis c'est pas forcément les mêmes sujets non plus. Donc dans la fiction, cinéma ou télé, on peut aller dans des choses peut-être plus documentaires, plus voilà. Donc non, je ferai les deux. Non, bien sûr. Donc on va un peu se plonger dans Écorce vive, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment l'histoire de ce roman vous a traversé la tête ? Parce que du coup, ça fait 2 ans que vous m'avez dit que vous êtes un peu sur le projet. Plus que ça. J'ai travaillé presque 4 ans, je crois, seul. Et puis ensuite, à partir du moment où j'ai signé, on a travaillé 1 an de plus avec mon éditrice pour faire aboutir le texte. Donc c'est très long. C'est toujours difficile de dire d'où naît un livre, en tout cas pour moi, parce qu'il y a un désir au début, il y a
une espèce de vision un peu floue, mais il n'y a pas vraiment de plan. Enfin, moi, je fais pas de plan. Je sais pas comment finit l'histoire au moment où je la commence, et j'écris pas de roman en prenant une décision préalable sur ce que je vais raconter. Il y avait une vieille envie qui était là depuis très longtemps, qui était comme je le disais à l'instant, de raconter l'histoire du destin de cette jeune fille qui doit quitter, je dis pas pourquoi, mais qui doit quitter sa famille, qui doit cesser de se conformer, qui doit trouver un nouveau chemin dans la vie et qui le fait de manière assez radicale. Mais ça tout seul, ça tenait pas, ça faisait pas une histoire. Et en fait, c'est la rencontre de ça avec un lieu qui m'a beaucoup inspiré, qui est une région du Cantal. Je parle du Cantal dans le livre, c'est à la fois le Cantal et pas le Cantal, mais il y a des aspects très réels dedans. Et il y a ce coin de France qui... C'est pas un très long voyage d'y aller, et en même temps, on est très loin. Une fois qu'on est là-bas, c'est une terre assez reléguée, assez isolée, où survivent encore des choses du 19e siècle presque. Donc c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace. Et en fait, j'ai vu le lieu qui symbolise parfaitement le désir que j'avais de cet endroit-là, mais après avoir fini le livre, c'était assez drôle. J'ai découvert une très vieille ferme abandonnée depuis 1918, très éloignée de toutes les routes, de tous les chemins. Il faut savoir qu'elle est là pour la trouver, en fait. C'est quelqu'un qui me l'a montré. C'est un grand mystère. On ne sait pas comment les paysans qui vivaient là ont fait pour construire quelque chose aussi éloigné du reste. On ne sait pas comment les moellons sont énormes. Je ne sais pas comment ils les ont transportés à Dodane, je ne sais pas. Et c'était du vrai labeur du 19e siècle, fait pour durer des siècles. Et donc les murs n'ont pas bougé, rien n'a bougé, si ce n'est qu'il n'y a plus de toit. Et ils avaient aménagé toute la montagne autour en terrasse pour cultiver, et on voit encore les terrasses, mais tout a été recouvert par la forêt. Et je trouvais que ça symbolisait bien ce que j'essaye de dire du monde, à la fois du monde rural et du monde sauvage, quoi, de la fin de quelque chose, et puis peut-être le renouveau, mais sous une forme très différente. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le lieu est extrêmement important dans le roman. Après, par rapport au personnage, du coup, est-ce que vous avez fait des entretiens sur place ? Comment vous avez mis vraiment dans la psychologie des gens ? Parce que le lieu, vous étiez témoin, mais après, tout le reste, du coup, toute la psychologie, toutes les personnalités des gens qui vivent là-bas, comment ça s'est passé ? J'ai pas fait d'entretien, j'ai pas de méthode comme ça d'enquête. J'ai un ami anthropologue qui me racontait que dans son laboratoire, ils avaient reçu Maëlys de Kerangal pour qu'elle leur explique comment ils travaillaient, parce que ça se rapprochait de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Moi, pas du tout. Moi, en tout cas, je m'entretiens pas. J'observe, évidemment. C'est le fruit de très longues observations, mais d'observations de toute une vie. Enfin, c'est tout un vécu plus qu'une observation utilitaire qui aurait été faite pour le livre. Et il n'y a pas de... Moi, je ne peux pas dire tel personnage serait le correspondant ou le miroir de telle personne dans la vraie vie. Quasiment pas. Il y a deux personnages qui sont un peu plus proches de personnages réels, qui sont le personnage de Louise. C'est-à-dire que la jeune fille qui vit à la campagne et qui, sans penser à après-demain, et qui s'occupe de chevaux parce que ça lui garantit le gîte et le couvert, je la connais. Mais c'est une toute petite partie de Louise, et de la même manière, c'est une toute petite partie de la personne réelle dont je parle. Et le personnage du paysan, il s'appelle Jean Couple dans le roman, pareil, il y a un paysan que je connais bien qui vit pas dans le Cantal, qui vit dans la Creuse, mais il y a des choses qui lui sont arrivées dans sa vie qui font écho à ce que vit mon personnage. Mais pareil, c'est pas une correspondance totale. Voilà. Mais le reste, c'est juste... moi, j'ai l'impression que c'est juste un état de... qu'écrire requiert peut-être en amont un état de vigilance vis-à-vis du monde, un état d'ouverture, une ouverture d'esprit, d'ouverture d'ouvrir ses cinq sens finalement, quoi. J'ai des camarades, notamment écrivains, qui rentrent dans un bar n'importe où et au bout de 2 heures, ils ont 14 potes, hein, et ils se nourrissent de ça. Moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt dans un coin et j'écoute et je regarde. Et du coup, est-ce que pour vos prochains projets, vous allez repartir sur 4 ans d'observation ou comment ça va se passer ? J'espère pas. J'espère que ce sera un peu plus rapide.
Et surtout, je ne sais pas encore ce que ce sera. J'ai des bribes d'idées, des sujets de recherche en fait qui m'intéressent, mais j'ai pas encore l'étincelle initiale qui me dit ça, c'est une histoire. Voilà, on va laisser ça venir petit à petit. D'accord, bah pour l'instant, du coup, on va rester sur Écorce vive. Et est-ce que vous pouvez nous donner donc 3 bonnes raisons de lire votre roman? Ouais, alors, 3 raisons. La première, ce serait si vous avez le goût des personnages féminins forts. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Voilà, j'avais des prédécesseurs en littérature qui avaient fait ce genre d'exercice, mais je trouve qu'il n'y en a finalement pas tant que ça. En tout cas, des hommes qui écrivent sur des personnages féminins très puissants comme ça. Moi, je voulais raconter l'histoire d'une guerrière. Donc voilà, il y a ça. On parlait du lieu. Ben, il y a quelque chose autour de l'écologie. Enfin, moi, j'envisage la forêt et la montagne locale comme un personnage à part entière de mon roman. C'est très nourri on parlait d'observation, mais c'est aussi très nourri de lecture en fait, jusqu'à la biologie finalement. Alors pas seulement, hein, j'ai lu des choses qui ont trait plutôt au travail de forestier. J'ai lu des choses de la fiction, mais sur ce genre d'environnement, qu'elle soit américaine, française, il y en a partout. Jim Harrison aux États-Unis, Jean Giono en France, enfin voilà, des gens comme ça. Mais jusqu'à la biologie, parce que voilà, dans la biologie contemporaine est en train de battre en brèche toutes les idées qu'on avait qui nous permettaient de séparer le règne humain du règne animal. Tout ce dont on se servait pour dire l'humain est à part, en fait, et pas dans son milieu, mais pas que dans son milieu, ben, on se rend compte aujourd'hui on étudie le langage des arbres, on étudie la conscience de soi de certains animaux, enfin voilà. Donc ça va jusque-là, quelque chose autour de l'écologie. Et une troisième raison, c'est que c'est évidemment pas un traité d'écologie, justement, c'est une vraie histoire. C'est une fable, c'est très influencé par les codes du western. Voilà, si vous aimez les romans un peu aventure, western, ce genre de choses, voilà, c'est dans cette veine-là, clairement. J'ai été très inspiré et par des livres de cette obédience et par les autres arts, hein, par le cinéma, voilà. Et justement, on va un peu plus parler de vos références qui vous ont inspiré jusqu'à aujourd'hui. On va parler peut-être d'abord l'auteur de polar que vous préférez, qui vous a vraiment touché. De polar ou de roman noir, pour moi c'est pas tout à fait pareil. Mais allons-y sur le roman noir sinon. Ouais. Roman noir, je dirais sans doute James Lee Burke. Le dernier polar ou roman noir ou thriller lu? Antonin Varenne, Équateur. Le film policier ou le thriller? Qui est plus un roman d'aventure, mais bon. Oui. Votre film ou policier ou thriller préféré? Le Petit Lieutenant. Votre réalisateur de thriller ou de film noir préféré? Je sais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Non, Hitchcock, hein, tout simplement. Il faut revenir au grand classique. Et donc peut-être le film de Hitchcock qui vous a le plus, qui vous retenait en particulier? Non, je les aime tous. Ouais, je les aime tous. Là, je peux pas. Non, je peux pas les hiérarchiser. Ce serait un crime d'en choisir un. Non, ouais, c'est compliqué. Votre personnage de fiction préféré? Sans doute Dalva, le personnage de Jim Harrison dans le roman du même nom. Ouais. Votre arme du crime préférée, de prédilection? Arme du crime, la hache. On reste sur le thème. Est-ce que vous avez un roman qui vous a chamboulé par rapport au twist, ou s'il y avait un cliffhanger qui vous a vraiment que vous avez retenu? C'est pas vraiment mon genre de littérature, mais
J'ai un souvenir comme ça d'un roman policier, je crois que c'est le premier roman policier japonais, qui s'appelle j'ai oublié le nom de l'auteur évidemment, mais ça s'appelle La hache, le couteau et le chrysanthème. Et je me souviens, oui, d'un retournement très impressionnant, très virtuose. C'est peut-être de là que ça vient, la hache. Peut-être. Merci beaucoup, Alexandre Merci à Renaud. vous. On arrive à la fin de cet entretien. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez dès à présent retrouver Alexandre Renaud en replay sur la page Facebook de Bipolar. Merci encore à vous de nous avoir rejoints sur notre web télé. Et on se dit à très bientôt sur nos réseaux et bipolar.fr.